Hello, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey. Audrey, c'est qui? Audrey, c'est une juriste exceptionnelle, mais qui a eu des difficultés à continuer sur cette voie et qui aujourd'hui aide les juristes qui se sentent plus alignés avec ce qu'ils font à voir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'eux. Elle va creuser, elle creuse, elle creuse, elle creuse. Comme quand tu prends, tu vois, un code, tu feuillettes le code. Bon, en général, tu vas regarder au début le lexique et après, tu vas chercher l'article qui correspond et qui va cibler profondément, véritablement, ce dont tu as besoin pour résoudre ton problème juridique. Elle le fait et elle adapte vraiment bien avec l'humain. Donc, merci Audrey d'être ici avec moi et je suis vraiment content de te présenter à ma communauté parce que on avait échangé rapidement sur Facebook, etc. Et je me rappelle même que je t'avais débloqué au niveau des vidéos parce que oui, des vidéos, grâce à toi, ma première vidéo, effectivement, le lendemain, limite en pyjama. Donc, je te remercie de cette invitation et je te remercie de cette belle présentation. Effectivement, la juriste devenue thérapeute pour les juristes. Top. Et du coup, on va commencer sur ton histoire parce que moi, j'adore ça. J'adore comprendre ce qui amène les gens à devenir entrepreneurs et surtout à se spécialiser dans leur thématique, tu vois. Parce qu'on a tous en quelque sorte un génie intérieur et des talents que l'on a personnels et des talents qu'on peut utiliser dans plein de thématiques différentes. Mais ce que j'aime bien, c'est voir le lien qu'il y a entre le vécu personnel, l'histoire et comment on va faire le lien entre son histoire et la douleur que l'on va résoudre chez les personnes que l'on aide grâce à notre talent. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui et pourquoi être spécialisé dans les personnes qui sont dans le domaine juridique, tu vois. Parce qu'il y en a plein des thérapeutes, mais il y a beaucoup de thérapeutes qui font un peu du tout venant. Et souvent, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça pour eux? Alors, ce qui m'a emmené déjà à devenir thérapeute, c'est d'une part de burn-out et d'autre part le fait que j'ai toujours été passionnée par fouiller dans la psyché humaine. Il se trouve que j'ai commencé par enseigner à la fac pendant ma thèse, comme à peu près tous les thésards. Et comme beaucoup de thésards, la thèse, c'était à la fois une bonne planque, parce que pendant ce temps-là, on ne pensait pas à l'avenir, même si des fois, la maîtrise de conf te venait et tu disais « Oh putain, si je ne suis pas qualifiée ». Mais généralement, on est tellement la tête dans le guidon, en fait, tu montes ta première année. En fait, la première année, c'est dur, donc tu montes à la deuxième et tout ça jusqu'à la cinquième année. La cinquième année, tu te dis, ok, tu fais un master de recherche ou un master de pro. Bon, recherche, allez, tu continues en doctorat. En fait, tout ça, c'est comme si tu avais une ligne toute tracée, que tu ne réfléchissais pas vraiment jusqu'à la fin de la thèse où tu ouvres la porte et tu te dis, oh my God, mais je sais plus qui je suis, je sais pas où je suis, je sais pas quoi faire. Alors il se trouve que moi je n'ai pas eu l'occasion d'aller jusqu'à la fin de ma thèse parce que je me suis retrouvée comme beaucoup de thésards au bout de 5 ans au Pôle emploi, mais je suis tombée sur une personne au Pôle emploi qui trouvait que la thèse c'était vraiment pas du travail et donc je suis allée chercher du travail en tant que juriste. Donc j'ai été spécialisée dans le droit notarial pendant 5 ans et là j'ai fait 2 burn-out. Le premier, en fait, n'a jamais été soigné. Je pense que c'est même un burn-out qui a fini par s'aggraver. Et au bout du, disons, second burn-out qui m'a vraiment laissé exsangue, hospitalisée, 2 fois en cure thermale pour burn-out, etc. Au bout de là, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est le droit le problème? Est-ce que c'est mes collègues le problème? C'est quoi? Alors, je pense que c'est un peu de tout. Un peu de tout. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est dans toutes les professions, mais en tout cas, ce que j'ai pu constater dans les professions juridiques, c'est qu'on a beaucoup de pression et qu'on a peu de marge d'expression. Par exemple, si tu commences en jeune maître de conf, tu vas pas dire non si on te donne un cours que tu n'as pas envie de faire, que tu n'as pas le temps de faire, et tu vas pas dire non si on te dit cette année, les chargés de TD, ils font plus les fiches de TD, tu te démerdes. Tu n'as pas le choix. Le jeune juriste, quand il arrive, c'est pareil. De base, il doit faire ses preuves. Il n'y a pas de problème avec faire ses preuves. En revanche, il y a un cran de faire ses preuves là où j'étais qui a quand même viré au harcèlement moral.
mais un beau. Hein. Et donc, comme j'ai énormément d'amis qui sont dans le milieu du juridique encore, que ce soit avocat, que ce soit juriste en entreprise, magistrat, bon, tout le panel qu'on puisse avoir des personnes qui font du droit, on arrive tous au même constat. Au bout d'un moment, les 35 ans arrivent et on se dit « What the fuck, je ne sais plus qui je suis ». J'ai été broyée par le système. Et c'est là où on ne prend pas la responsabilité en fait j'ai choisi de me laisser broyer par le système parce que j'avais besoin de me conformer à quelque chose pour qu'on me foute la paix, pour qu'on m'accepte, pour que je puisse réussir. Et aussi, comme c'est un milieu assez conformiste, pour pas être le mouton noir. Alors, le conformisme chez moi, c'est quelque chose de difficile. Ça se voit là. À l'époque, je faisais un petit effort. Ouais. À l'époque, je faisais un petit effort, mais c'était dur. Tu sais, c'est comme quand tu fais un gâteau et qu'il y a le beurre qui déborde. Bah, t'avais déjà une grande gueule. T'avais déjà une grande gueule du coup à l'époque quand tu étais dans ce domaine, donc oui, c'était compliqué pour toi, quoi. C'est sûr. Par exemple, tu vois, une fois, je n'ai pas fait exprès. Il y a le DG qui vient. Il nous faisait beaucoup de réflexions sexistes en mode pour nous faire plaisir, les filles, sur nos vêtements. Oh, Audrey, que vous êtes élégante. Et moi, du tac au tac, je lui dis, bah, c'est un peu la seule liberté que j'ai dans votre boîte, non? Et voilà, je n'étais peut-être pas à ma place dans le salariat, tout simplement. Ouais. Et à l'heure actuelle, je rencontre beaucoup aussi de mes clients qui sont majoritairement des juristes qui se sentent pas à l'aise dans le poste qui en fait était leur rêve. Parce que souvent, quand on fait ces études-là, c'était le rêve d'une vie. Alors moi, c'était pas trop ça. C'est que mes parents ont décidé que des études sérieuses, vu mon niveau, parce que j'avais pas le niveau pour aller en classe prépa, de toute façon, j'aurais pas aimé, mais c'est pas grave, c'est pas comme si j'avais eu le choix. Ils ont décidé, tu feras de la bio ou tu feras du droit. Je me suis dit, entre la peste et le choléra, je préfère le droit. Au moins, j'ai un grand idéal de justice, je vais faire avocat. Bon, sinon, moi, depuis longtemps, c'était tout ce qui touchait à la psyché humaine qui m'intéressait, mais c'était pas assez bien. Hein, ça n'était pas envisageable. C'était beaucoup trop littéraire pour mes parents. C'est un parcours sur lequel je me reconnais aussi beaucoup. D'ailleurs, c'est pas un hasard, hein, si on est en contact, j'imagine, on s'est attiré. Mais moi, j'ai vécu ça a été le même schéma, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai un bac S, en fait, à la base. Et depuis le collège, je voulais être notaire, mais je ne savais pas pourquoi. Le seul truc pour lequel je savais que je voulais être notaire, c'est que j'avais rencontré un notaire que j'avais trouvé plutôt cool. J'avais trouvé plutôt bien habillé pendant le forum. Et du coup, ça m'avait plu. L'image qu'il avait donnée, ça m'avait plu. Et ça a continué comme ça. J'ai gardé ça en tête pendant toute ma scolarité. Et à la fin du bac, je me suis dit, je vais faire du droit, tu vois. Et du coup, j'ai fait la fac de droit. Tout s'est bien passé. Moi, j'ai toujours eu des bonnes notes. J'ai toujours bien travaillé. Et toujours aussi ce besoin d'être le bon élève et aussi le bon fils, tu vois, qui fait tout, qui réussit tout bien, qui est sage, qui fait tout comme on lui dit. Voilà, oui, pile le juriste, en fait. Voilà. Hein. Et un peu tous pareil. Ouais, c'est exactement ça. Et à la fin de ma licence, je me suis dit, bon, allez, feu, maintenant, En fait, j'ai vu, quand je suis arrivé à la fin de la licence, j'ai eu comme un choc en mode, bon, là, on se rapproche quand même de la vie active, tu vois. Ouais. Oh, je vois très bien, oui. Et du coup, je devais partir faire des études dans une autre ville, à Montpellier. Moi, je suis de Perpignan à la base. Et je me rappelle, j'étais là, j'étais stressé, il fallait que je trouve un appart et compagnie. Et une fois que je suis arrivé à Montpellier, c'est là où ça a commencé à ne plus se passer comme auparavant. C'est-à-dire que malgré tous mes efforts, tout mon travail, toute mon assiduité, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à suivre. Et je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à connecter. J'étais plus connecté dans les cours. C'était Master 1, ça ? Moi, je me suis arrêté au M1 et je l'ai redoublé, le M1. Ouais. Tu vois. Et déjà, au M1, à la fin de mon premier M1, je me suis même pas posé la question pourquoi en fait j'essaye de le refaire en fait. Parce que visiblement, je lutte. Tu sais, j'étais dans la force. Tu vois, la force. J'essayais de limite, j'aurais pu manger mes cahiers pour qu'ils rentrent dans mon cerveau, je l'aurais fait parce que ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Complètement. Comme un mauvais plat, tu sais que tu n'arrives pas à manger. Pareil. Et du coup, je fais des stages et tout et ça me plaît pas, tu vois. L'idée que je me faisais du notariat, elle est descendue complètement.
et je voyais mes collègues qui se battaient pour avoir le meilleur stage et tout, qui se tiraient dans les pattes pour avoir le stage et qui maintenant, la plupart me disent c'est la merde quoi. C'est vraiment, je me fais crier dessus, on me jette des dossiers à la gueule, on me parle comme une merde. Limite, le larbin Ouais. ne faisait pas du tout cette idée du notaire qui réussit, qui a de l'argent, tu vois. Et, Ah bah, moi, je travaillais dans un centre de recherche en droit notarial, donc c'est vraiment marrant. On est vraiment mais sur le même truc. Et ouais, en fait, je nous qualifiais d'où. ça a bugué. Merde. Oh merde, Ah, bon, c'est bon, c'est c'est pas la bon. bonne. Ouais, je vois. Ah, Ça avait un peu bugué, mais c'est bon, j'ai récupéré. Et du ouf. coup, du coup, tu vois, j'arrive au M1, je finis mon M1 et après je me dis, bon, pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Et là, je commence à changer dans ma tête, à chercher des solutions pour essayer de me trouver. Même si à l'époque, ben, comme j'étais conditionné à toujours suivre un schéma, un moule, Ah, ben, j'étais oui. perdu, quoi, tu vois. Et du coup, bon, je ne vais pas déballer mon histoire aujourd'hui, mais en tout cas, je me retrouve vachement dans ton parcours. Et du coup, au-delà de tes burn-out, vers quoi tu t'es dirigé instinctivement avec le cœur pour trouver des solutions pour te découvrir en fait, tu vois? Alors moi, ça faisait des années et des années que j'étais en thérapie. Parce que pour supporter le travail que je faisais et pour supporter quand même une pression importante et surtout, on avait une chef cyclotimique. Donc en fait, c'était comme un cyclone. Tu savais jamais sur quoi l'œil allait s'arrêter. J'en étais au point que je faisais une grippe par an à peu près, mais c'était un plaisir d'avoir la grippe. Genre, je me levais pas pendant 2 semaines, j'étais heureuse. J'ai eu des collègues qui nous envoyaient des messages genre oh, j'ai de la chance, je viens de me casser une cheville. Mais on en était arrivé à se dire on est malade, c'est une chance. Il y avait je sais plus, à un moment en 2015 ou 2016, il y a une épidémie qui est arrivée. On priait pour qu'elle arrive à Lyon. Mais on était sérieux en plus. On était vraiment sérieux. En fait, on était tellement pris par ce con de cerveau reptilien qui est en bas des besoins de la pyramide de Maslow. On a à bouffer, on a de quoi dormir, tout va bien. On était tellement la tête dans le guidon, incapable de voir qu'il y avait autre chose qui existait dans la vie, qu'on était dans le non-choix, tu sais. Le oui ou le non. Le aller travailler ou pas aller travailler. Mais le pas aller travailler, on n'a jamais imaginé que ça puisse être faire autre chose. Non, pour nous, c'était oh putain, j'ai de la chance. Je suis malade. Mais je me rappelle que je suis quelqu'un qui était jamais malade. J'ai eu. Et pour moi, ça reste encore une chance. Pendant 5 ans, j'ai fait 5 épuisements physiques. J'étais heureuse. Et pourtant, c'était pas du chiquet, du machin. Pendant 3 semaines, j'étais allongée dans mon canapé, blême. Enfin, je regarde des photos de moi, je me reconnais même pas parce que j'avais plus de couleur. On aurait dit un vampire qui avait pas bouffé depuis 3 mois. Mais en fait, tu es heureux, quoi. Tu es heureux comme ça. Et donc, pour en revenir à ta question, je faisais déjà beaucoup de thérapie à ce moment-là. Et ça m'a toujours plu. Sauf qu'à un moment, ça faisait déjà... j'avais commencé à me former à l'analyse transactionnelle. J'avais commencé aussi à me former en hypnose. Et j'ai commencé à voir que, pas mon hypnothérapeute, mais les analystes transactionnels que j'ai vus, je me disais, mais... comment vous avez eu votre diplôme, quoi? À un moment, je suis capable de mieux me poser des questions. What? Et c'est là où, en fait, intervient la qualité du raisonnement juridique. Parce que même si on arrête, tu en sais quelque chose comme moi, quand on a eu cette qualité de raisonnement très fine, on avance plus vite. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais j'aime la thérapie, j'aime l'analyse juridique. Donc, pourquoi ne pas allier les deux et utiliser mon expertise juridique, mes capacités à analyser sur l'humain. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire comme formation? J'avais vu que y a des formations qui me plaisaient, mais les thérapeutes que j'avais vus qui avaient fait ces formations, j'en dirai pas plus, ma grimace veut tout dire. Et je me Et suis pourtant, dit, ils ont des diplômes. c'est ça. Parce que oui, c'est ça. moi, je trouve, franchement, le constat que je fais, même par rapport à mon activité, la première que j'ai lancée, c'est dans l'éducation canine en ligne avec ma chérie. Et on n'a pas de diplôme en éducation canine. On s'est formé en autodidacte, mais surtout, on a réfléchi.
Je trouve que plus on va rechercher des formations qualifiantes, diplômantes, où il y a un socle, où il y a vraiment des choses qui sont établies, il y a des structures, etc. Et plus, enfin, ou plutôt moins, ça nous permet de nous reconnecter vraiment à ce qui est essentiel dans ce qui va apporter des résultats. Je suis complètement Tu d'accord. vois? Complètement Vraiment, d'accord. parce qu'on est dans un brouillard total à vouloir calquer un fonctionnement avec la personne en plus que l'on veut aider, alors qu'au final, tu te demandes à toi-même et des fois, tu as instinctivement la bonne réponse. Même si il faut quand même, je sais, il faut quand même farfouiner à droite, à gauche et ensuite rassembler et se faire notre propre opinion et nos propres expériences avec ça. Parce qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Mais C'est exactement ça. très souvent, on est beaucoup plus juste et on a beaucoup plus de résultats quand on n'a pas été diplômé, quand on n'a pas fait de formation et quand on s'est formé en autodidacte et qu'on a expérimenté et qu'on a pris des risques aussi. Parce qu'on va revenir sur cette notion de risque un peu plus tard. Ah oui. Mais je trouve qu'on est on est meilleur en fait quand on n'est pas diplômé. Surtout qu'il faut voir un truc, et j'ai pu le voir avec certaines personnes qui ont été qualifiées au titre de maître de conf. Alors, j'étais juste choquée, quoi. Je pensais que ces gens-là, une fois qu'ils soutenaient leur thèse, au moment de la soutenance, on allait les mettre dehors en hurlant « mais dehors les Romano ». Ah non, non. Ils ont même été qualifiés. Et ces gens-là peuvent enseigner à des étudiants. Ça me fait mal au ventre. Au moins, j'ai l'impression que le concours d'avocat est beaucoup plus juste. Il n'y a pas vraiment moyen d'aller faire de la lèche. Alors que là, en fait, tu as vraiment une grosse note de léchage de huc. Et quand tu te blacklistes tout seul en ayant un caractère qui ne rentre pas dans le sérail, de toute façon, c'est mort. Et c'est ce que j'entends aussi quand tu me parles de diplôme, parce que souvent, avoir un diplôme revient certes à avoir des connaissances, mais souvent, bien quasiment pour moitié, à rentrer dans le moule de la formation que tu es en train d'apprendre. On te dit quoi penser, comment penser, et si tu as des pensées dissidentes, je l'ai vu par exemple quand j'avais commencé la fac de psycho en même temps que j'étais juriste en droit notarial, parce que j'avais envie déjà de me reconvertir, et je suis tombée sur des professeurs encore plus dogmatiques qu'à la fac de droit, sauf qu'en plus ils n'étaient pas aussi intelligents qu'eux. Oups, c'est moche, c'est vrai, faut... Mais j'étais choquée, quoi. Genre, tu vois, la prof, premier cours, bon, l'hypnose, c'est de la merde. Oh, d'accord. Ça fait 5 ans que je me soigne avec de la merde, merci. Alors, si ça marche, ça veut dire quoi, en fait? C'est que c'est mon cerveau qui a décidé que ça marchait. Enfin, tu vois, des trucs tellement... et c'est pour ça que j'apprends énormément de matière, merci la thèse en droit, et que surtout, je prends de la hauteur en faisant de la synthèse pour voir quoi peut marcher avec quoi, plutôt que de rester dans son petit truc étriqué là et dire eh ben moi je vais faire de l'hypnose, ou moi je vais faire de l'analyse transactionnelle. Non, j'ai fait de l'hypnose, de l'analyse transactionnelle, de la PNL, tout ça jusqu'au diplôme quand même, parce que bon, j'aime bien mes petits diplômes, mais en retrouvant tout le temps ces idées clivantes, tu vois, de il n'y a que ma matière qui est la bonne. Et ça, alors je ne sais pas si c'est typiquement français, mais en tout cas, j'ai rencontré ça beaucoup en France, et quelle que soit la matière, Et ce qui m'a donc poussé, moi, à faire ça, c'est déjà le constat que il n'y a pas une thérapie, il y a plusieurs thérapies, et que, par contre, il y a un cerveau. Et maximiser le fonctionnement de thérapie ES au pluriel, avec, en étudiant le fonctionnement du cerveau pour voir comment en fait catalyser tout ça pour aller plus vite, plus fort, plus loin, ça c'est mon truc. Et deuxième chose, en tant que professionnel du droit, j'avais remarqué ça dans mes thérapies, et je remarque ça aussi avec ce que me disent mes clients, on a quand même un modèle du monde qui est très particulier. On évolue dans un monde, le monde du droit, qui n'est pas le monde tout court. Et ce que me disent mes clients, c'est qu'ils sont super contents d'avoir quelqu'un qui connaît en fait leur modèle du monde et dans quoi ils sont coincés. Parce que tu vas pas avoir, par exemple, j'ai une amie qui allait voir une psy qui lui disait « Mais pourquoi, si vous êtes surchargé, vous dites pas non ?» Ouais, mais dans le modèle du monde du droit, soit tu fermes ta gueule et tu prends le cours parce qu'on est déjà en train de te faire une fleur en te donnant un truc alors que tu arrives, soit tu quittes le droit en fait. Et quand on ne connaît pas le modèle,
on n'imagine pas en fait la violence quotidienne qu'on peut vivre. Et ce que j'aime en fait apporter en tant qu'ancienne juriste thérapeute, c'est une troisième voie, plutôt que des trucs naïfs un peu quand tu connais pas le modèle. Déjà partir du principe que ouais, ok, je le connais ton modèle. Je sais contre quoi tu te bats, je sais dans quoi tu te bats, je sais avec quel problème d'image tu peux te battre. Je sais aussi que si tu n'as pas envie d'aller à certains déjeuners et que tu es quand même obligé de réviser toute ta jurisprudence avant d'y aller pour qu'on ne croit pas que tu es un gros nul parce que tu n'as pas bouffé ta thé, que peut avoir quelqu'un qui est thérapeute et qui n'a pas été dans le milieu. Parce qu'on est quand même un milieu particulier. Et comme tu me disais, toi, quand tu y étais, une partie de faire plaisir, une partie de donner une image, une partie de faire les choses bien, tout ça, c'est vraiment ce qui caractérise beaucoup le juriste. Et après, on se retrouve dans des situations où on oublie qui on est parce qu'on a tellement donné pour avoir l'image qu'il fallait au boulot. On a tellement aussi voulu garder pour nous-mêmes une image de personne qui a une vie, etc., qu'à des moments, tout ça, ça fait erreur 404 et on n'en tire plus rien. Et il y a énormément de burn-out dans le milieu du droit. Et il y a aussi malheureusement énormément de maladies. Mais là, je vois des anciens collègues, mais c'est atroce. Ils prennent 10 ans en un an. Il y a de plus en plus de cancers précoces. J'ai un collègue qui est décédé à 31 ans d'une crise cardiaque. Enfin, c'est pas possible. On est vraiment un milieu sinistré qui a vraiment besoin d'une qualité d'aide et de compréhension que certaines thérapies ne peuvent pas offrir quand elles ne connaissent pas le milieu duquel on vient. Voilà. Et surtout aussi, je rajouterais qu'on a tellement un cadre qui est vraiment précis avec tous ces textes, toutes ces lois, etc. Et qui souvent sont éloignés de ce qu'est l'humain en fait. Tu vois, ça c'est pas adaptable dans la vraie vie en fait. Il y a des textes, etc. Mais tu te rends bien compte que dans la vraie vie, on les utilise même pas et on les utilise uniquement que quand il y a un conflit qui va jusqu'aux tribunaux. Mais ce cadre-là dogmatique nous empêche d'avoir une certaine flexibilité, complètement humaine en fait, tu vois. Oui, je suis complètement d'accord. Quand tu es habitué à suivre ces carcans anciens, eh bien, quand tu sors de ça, tu es un peu paumé, quoi, parce que tu ne sais pas qui tu es, parce que tu as eu tellement l'habitude de suivre des règles que tu ne sais pas quelles sont tes propres règles à toi pour être heureux, en fait. C'est exactement ça. On est complètement en référence vers la règle sans pouvoir être en référence vers nos propres règles. On ne sait plus, puisqu'on a grandi avec la règle extérieure. Ouais. Avec le mode d'emploi de la règle extérieure. Ce qui fait qu'à l'intérieur, on ne sait plus. Surtout que souvent, comme tu disais, quand tes anciens collègues qui sont traités comme de la merde, à un moment, c'est quand même quelque chose qui est récurrent. Notamment le poids de l'histoire, parce que avant c'était comme ça, moi je l'ai subi, donc tu vas prendre la même chose. Alors que quand on est dedans, on se dit mais moi je veux jamais être comme ça. Et ça, c'est tout le poids de la croyance. Mais c'est difficile parce que tu es presque enclin à te laisser emporter parce que tout le monde te dit que c'est comme ça qu'il faut être, c'est bien comme ça. Et du coup, tu te sens seul et tu te dis mais en fait, moi, ma vie, je suis en train d'échouer ma vie, quoi. Tu vois, j'ai pas mon diplôme, ma vie, c'est de la merde. Eux, ils arrivent, ils ont leur stage. Moi, je sais même pas quoi faire. Et du coup, mes parents, ils vont me voir comment, ils vont se dire que je suis un branleur. Et du coup, voilà, tu es malheureux, tu es tout seul. Et tu te forces à essayer de trouver autre chose sans prendre le temps de te reconnecter à qui tu es. Et tout à l'heure, tu me disais que tu étais contente quand tu étais malade. Et je le comprends parce qu'en fait, c'était pour toi les seules opportunités, pour une fois, d'arrêter d'être dans le faire et d'être plutôt dans l'être et de vraiment ressentir les choses et avoir le temps pour toi, pour vraiment repenser à tout ce qui se passe et prendre de la hauteur en fait. J'aurais aimé pouvoir dire que je prenais de la hauteur. Mais en fait, je m'abrutissais devant Netflix parce que si j'essayais de réfléchir à ma situation, et c'est là où on peut parler des risques, en fait, l'angoisse venait, mais puissance 10 000. Parce que tu as j'ai une super situation, elle plaît à mes parents, je suis super bien payée, je suis vraiment dans the place to be et je ne pourrais pas rêver mieux parce que c'est vrai que en même temps, ce que je faisais là, c'était un travail
le travail le plus recherche qui était possible dans la pratique. Donc, véritablement, maintenant, j'en suis toujours consciente. Si j'avais voulu faire autre chose dans la recherche, c'était mort. Il fallait que je change de métier. C'est pour ça que je suis là maintenant. Et peut-être tu étais un Mais modèle dans ta famille aussi, peut-être que personne n'avait été jusque-là où tu as été aussi, dans leurs études, etc. si, justement. En fait, moi, ce que je voulais, c'était avoir le bac plus 8 parce que mon père avait, lui, bac plus 8 et qu'en gros, si on n'avait pas bac plus 8, on était des grosses merdes. Mais vraiment comme ça, hein, parce que déjà, quand je suis rentrée à la fac, vu que lui, il est au COMAS, le mec, déjà, pour arriver à sa cheville, faut y aller. Et donc, pour lui, déjà, le droit, c'était nul par rapport aux maths. Mais bon, si au moins j'arrivais à avoir un bac plus 8 en droit, ce serait pas trop mal. Comme il m'avait dit quand ma thèse a été financée, Audrey, tu viens de pousser le grand couvercle de la fac de droit. Le grand couvercle de la poubelle de la fac de droit. Qu'est la fac de droit? Enfin, voilà. Donc, C'est pour horrible, moi, c'est tu vois... horrible. Tellement de souffrance, en fait, tu vois. Donc, pour moi, je me disais, en fait, quitter ce boulot qui donne une bonne image, qui donne l'impression que je suis moins nulle que ce que mes parents croient que j'étais nulle, c'était pas possible. Parce que quitter ça égale ne plus être aimée. Et donc, bah, en fait, je suis allée soigner ça. Et une fois que tu changes ton regard sur toi-même, ton regard sur ce que tu crois que l'autre pense de toi et ton regard sur le monde qui t'entoure, parce que forcément, mon père, quand il me disait le droit c'est nul, lui, ce qu'il voulait, c'était pas me dire que le droit c'était nul, c'était que je pouvais faire beaucoup mieux et qu'il allait falloir aller plus loin. Mais c'est maladroit parce qu'il a fait 16 ans à Saint-Cyr-Couët-Quidan. Dans l'armée, on n'est pas les tendres des tendres, en fait. Et donc, bon, ma mère est un peu pareille. Donc, c'est il faut, je dois, tu as des règles et vas-y. Donc, chez moi, en fait, mon premier burn-out, on m'a dit oh, bah, tu t'écoutes beaucoup quand même. Hein. Secoue-toi. Ouais, parce que ouais, chez eux, c'est pas admissible, en fait. Tu vois, Ah sûrement. non, c'est pas possible. Et c'est en fait quand mon père est tombé malade d'une maladie neurodégénérative et là où il n'avait plus le pouvoir sur lui, qu'il a compris qu'effectivement, un burn-out, c'était pas une grosse feignasse et qu'être hospitalisé 2 mois, bah, c'est pas juste parce qu'on aime bien être à la clinique, quoi. Et du coup, parce que si c'est particulier quand même, enfin, même s'il y a de plus en plus de thérapeutes qui se lancent, il y a quand même peut-être cette résistance à te lancer dans ce domaine-là, parce que ben, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est quelque chose qui touche l'humain en profondeur, et c'est quelque chose, j'ai l'impression, en France, quand tu vas voir un thérapeute, ben, t'es pas normal, tu vois. Donc, Oui. comment tu as géré cette transition-là en tant que de personne à entrepreneur, et aussi peut-être d'entrepreneur à oser te lancer dans la thérapie, tu vois, ce qui est le domaine dans lequel tu excelles en fait. Alors, étonnamment, très bien. Parce que tu vois, en droit, j'ai toujours eu l'impression d'être illégitime, qu'on allait me tomber dessus en me disant « T'es nul !» Et là, en fait, ce que je fais, c'est comme si je le maîtrisais vraiment par rapport au droit, tu vois, où bah, tu te demandes « Putain, j'ai oublié une loi, machin. » Là, je sais pas. Je vois en fait que ce que je fais, je le maîtrise bien, que vraiment, ce que je fais, je le vis, il m'habite. Et vraiment, c'est comme si, quand j'ai décidé, ok, je ne ferai plus de droit, comme si j'avais été mise sur une autoroute, un chemin où tout se passe, mais hallucinamment bien. Je peux rebondir sur ça, ouais. Franchement, c'est vraiment ça. Euh, Quand j'étais en droit, quand faisais mes études, j'étais tout le temps en train de tout préparer à l'avance. C'est hyper contrôlant. Je révisais tout le temps, je me faisais des fiches et tout. Et si je les avais pas faites, je culpabilisais, même si je savais le truc, tu vois, parce qu'il fallait que je sois sûr et que je les marquais. Alors que maintenant, dans ce que je fais, que ce soit dans mon marketing, que ce soit dans mes accompagnements, dans mes coachings, c'est l'heure de faire mon coaching, j'arrive en mode détente, quoi. J'arrive en mode, tu sais, limite short tongue, et j'arrive sur le moment, et instinctivement, ou je sais pas, c'est une seconde nature, ou voilà, c'est mon talent, eh bien, je débloque les gens, et ça se fait dans la fluidité, et il n'y a pas de préparation. Et au début, je me disais, mais Greg, c'est pas normal, tu prépares rien, tu es un peu dans l'ancien modèle, tu prépares rien, c'est pas normal que là, tu as un coaching avec un client, et tu n'as rien encore préparé, tu t'es pas renseigné sur ce que… Non. Et après, je suis arrivé comme ça.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait plus besoin de tout ça, de toute cette préparation, de, de tous ces trucs-là qui te font perdre du temps et qui t'empêchent d'être dans le moment présent, en fait. Parce que tu es toujours dans la C'est ça. projection et dans le futur, tu vois. C'est ça. Quand tu te dis, oh putain de merde, si j'ai loupé une loi, je fais aller mon client au tribunal, c'est chaud. Je sais pas, je me suis. Pourtant, on m'avait dit ce que j'ai fait en thèse et tout était bon, mais je me suis jamais sentie bonne là-dedans. Alors que là, dans ce que je fais, enfin, je le compte, c'est fluide. J'ai des clientes, elles me disent, oh, mais c'est dingue, avec vous, on va hyper vite et hyper loin. On se sent en sécurité, on se sent vraiment accompagné. Je dis, mais ils font quoi les autres en fait? C'est le premier truc où je me suis dit, merde. T'as fait 5 ans de psychologie et t'es en train de me dire que tu fais pas ça. Et c'est là où je me dis, et en fait ça c'est venu, alors ce qui m'a donné ma légitimité comme tu me disais, moi au niveau état désiré je suis high level, je m'accorde pas facilement de la légitimité. Et mon meilleur ami qui a fait la même formation que moi, il me disait ouais, il te faudrait quoi pour que tu te dises c'est bon j'ai le niveau. Et je lui dis en rigolant mais pas tant que ça, il faudrait que je sois certaine que je maîtrise les niveaux logiques autant que Robert Dilts. Et il rigole, il me fait bah putain, donc tu seras jamais légitime. Je fais bah écoute, mis à part si Robert Dilts vient me dire ce que tu fais c'est génial. Et en fait, Lynn Bolduc, le Tony Robbins canadienne, m'a contactée pour me dire mais c'est hallucinant. T'as l'impression quand je raconte ça, je me dis mais tu hallucines meuf. Elle m'a contactée, je ne sais même pas comment elle m'a trouvé, moi, petit microbe quand même, par rapport à une grande conférencière comme ça. Elle a regardé ma vidéo sur les niveaux logiques, elle me fait « Est-ce que je peux te téléphoner pour parler de ta vidéo ?» Je me dis « Ah putain, j'ai dit une connerie. Ah merde !» Et elle me dit « Dis donc, tu sais, c'est vraiment excellent, ça te dirait qu'on fasse une interview ensemble ?» D'ailleurs, c'est là où on s'était rencontrés, toi et moi, parce que j'étais « Ah, comment on fait ?» Et elle me dit, je n'ai pas entendu les niveaux logiques de Robert Dilts aussi bien expliqués depuis Robert Dilts lui-même. C'est excellent. Ok, légitimité, c'est bon. Tu vois, et depuis, et ça s'est manifesté juste après que tu as dit à ton ami que c'est ce qu'il te fallait? c'est ça. Ah ouais, c'est dingue. C'est hallucinant. C'est Là, on t'a dit hallucinant. ta gueule, on t'a dit ta gueule, Audrey, fais ce que tu as à faire. Tu as ta légitimité de mes deux avec voilà, la C'est certification ça. virtuelle et vas-y, avance quoi. C'est ça, donc maintenant c'est bon, allez, va bosser au lieu de te trouver des excuses, un peu que ça m'envoyait l'univers, donc merci. Et oui, c'est vrai qu'en fait ça a complètement tout débloqué, parce que c'était ma peur de ne pas être assez compétente qui faisait que je m'auto-bloquais pour avoir des clients. Genre, les gens ne savaient même pas qu'on pouvait me contacter. Je n'avais rien mis sur ma page Facebook, inconsciemment. Et donc après, effectivement, j'ai plein de gens qui m'ont contacté et c'est complètement hallucinant. Et je vois à quel point mes clients sont contents, on avance, on travaille très profondément sur leurs croyances de scénario de vie. Le scénario de vie, c'est en fait ce que conçoit l'enfant entre la gestation et ses 7-8 ans, avant que le cortex préfrontal soit mature. En fait, il va introjecter et par rapport à tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pressent de son environnement, il va se faire une espèce de loi en triple croyance. Je suis qui? Au milieu de quel type de gens? Dans quel type de monde? Et donc, quand tu es dans une famille, aimante de manière saine, alors là, je suis pas en train de dire que les parents le font exprès ou quoi, mais bon, on a tous des conditionnements, des croyances qui font qu'on n'a pas forcément une manière saine d'éduquer les enfants et on n'y peut rien. Et donc, quand tu es dans une manière saine, ça va te donner un enfant qui va avoir une bonne estime de lui. Ça va être, quoi que je fasse, je suis quelqu'un qui mérite d'exister. Alors que quand tu vas être dans une famille où tu vois les enfants qui essayent de faire plaisir en ayant des bonnes notes et tout, il y a de grandes chances pour qu'on ait une estime de soi quelque peu défaillante, où tu es l'enfant qui ait pris une décision et qui se dise « pour que l'on m'aime, il va falloir que je fasse bien » ou « il va falloir que je fasse beaucoup ». Il va falloir que je monte. Ouais. Voilà. Ouais.
Donc, on va avoir ce qu'on appelle des drivers en analyse transactionnelle qui va être il faut que je travaille dur, donc le fait effort. Il faut que je sois parfait, le sois parfait. Il faut que je me dépêche, dépêche-toi. Il faut que je sois fort, il ne faut pas que je pleure. Il ne faut pas que je montre de tristesse. Il ne faut pas que je montre de la faiblesse, entre guillemets. L'enfant va se construire comme ça. Et c'est là aussi où il va prendre sa position par rapport aux autres. S'il a des personnes autour de lui qui font de manière saine une autorité nécessaire et relativement douce, ça va être relativement sain. En revanche, tu vas pouvoir avoir aussi... batterie faible. T'es là? Je suis là, je te vois. Ça a juste coupé une seconde. Ouais, je mets... c'est l'iPad qui est en batterie faible, donc attends, je mets ça. Hop. Voilà, c'est bon. Et tu as aussi, donc, quand l'autorité va être un peu moins douce, un peu plus rude, un enfant qui va se dire faut pas que je sois triste parce que sinon je vais encore me faire persécuter. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, il va être auto-centré et il va croire que tout ce qui arrive, c'est grâce à lui ou à cause de lui. Et si jamais il se passe des choses avec ces figures d'autorité où il est traité de manière violente, par exemple, l'enfant va croire qu'il est mauvais. Et c'est ce qu'il va faire après, des années après, que des pauvres petits notaires, que des pauvres petits magistrats se retrouvent à se dire faut que je fasse plaisir. Tu sais, quand tu es substitut et que tu dis faut quand même que je fasse plaisir à mon procureur parce que si je fais pas ça, j'aurai pas d'avancement. Ou quand tu es notaire, tu aimerais passer notaire salarié, ouais, bon, je vais quand même bosser plus de 80 heures par semaine parce que sinon, t'imagines, si je pars à 18 heures, ce qu'ils vont se dire, oh, je fais pas mon travail, quoi. Et en fait, on est conditionné par tout ça et on est beaucoup conditionné pour se retrouver à l'heure actuelle en burn-out parce qu'on est tellement dans le faire et tellement plus dans l'être, comme tu disais tout à l'heure, qu'on essaye de générer de l'être par le faire. Genre par le faire et par l'avoir. Je vais m'acheter une super bagnole, comme ça je suis X. Je vais partir dans des vacances de dingue, comme ça mon image c'est ça. Mais finalement, l'être est beaucoup laissé de côté parce que finalement, au niveau des croyances sur soi et sur le monde, c'est beaucoup plus facile d'être dans le faire. C'est sûr. C'est exactement ça parce que l'étape la plus difficile, même dans l'entrepreneuriat, c'est pas tant, si je fais le lien, c'est pas tant de faire les choses, c'est pas tant de les mettre en place. Une fois qu'on a compris la stratégie, il suffit juste de répliquer à l'infini. Ah. C'est vraiment cette période-là où on se découvre, où on découvre qui on est, on se reconnecte à nous-mêmes, ouais. On découvre aussi tout ce que l'on a, qui est toutes nos merdes intérieures en fait aussi, tu vois, qu'on en prend conscience. Et ça, c'est pas sexy, tu vois, et c'est pas facile, c'est le plus difficile, tu vois. Faire des choses, ouais. C'est très simple. C'est très simple. Ouais. Oui, parce que on ne pense pas. Et justement, pourquoi éviter la prise de risque? C'est parce que le cerveau fait tout pour nous maintenir dans notre tas de fumier, ce que certains appellent la zone de confort. Moi, je trouve que c'est plutôt un tas de fumier. Et tant qu'on est là-dedans et qu'on ne va pas prendre le risque d'aller voir derrière pour se réaliser, autant être dans le faire, l'avoir, parce que sinon, quand tu te poses, tu te dis « Oh mon Dieu, mais je suis qui? Je fais quoi? Je vais vers quoi? Et pourquoi je vis en fait ?» Et ça, ce n'est pas les questions les plus agréables. Et je suppose que ça, toi, avec tes clients, tu dois te retrouver aussi à avoir le pourquoi à trouver qui combat avec mais je ne veux pas prendre de risques. Hein. » Ouais. Et oui, c'est sûr que la prise de risque, en tout cas quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qui nous touche énormément et c'est quelque chose où on n'y est pas totalement préparé non plus, tu vois. Non, c'est clair. Parce qu'on a toujours compté sur l'extérieur pour combler nos besoins et là, quand tu deviens entrepreneur, c'est toi qui dois les combler. Et si tu n'as pas totalement guéri ou du moins si tu ne travailles pas, même si j'aime pas trop le mot travailler, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent faut travailler sur ci, il faut travailler sur ça. Ça a une connotation un peu laborieuse, tu vois. Alors qu'en fait, il suffit juste de les traverser et de les accepter, même si je pense qu'on ne guérit jamais totalement de nos blessures, même, je sais pas, même s'il y en a qui croient à la réincarnation, mais
je pense que ça se fait sur plusieurs vies, tu vois. Et, euh, et je pense pas qu'il faille galérer pour ça. Mais Ah, c'est d'accord. sûr que c'est prendre du risque d'évoluer aussi bien positivement que négativement, selon ce que l'on entreprend aussi. Mais ce risque, en même temps, il n'y a que ça à faire, en fait, je trouve, dans la vie. Si tu ne prends pas de risque, qu'est-ce que tu branles, en fait? Tu vois? Bah, c'est ça. Et le problème de prendre des risques, c'est comme tu dis, les blessures. Alors, effectivement, en guise sortir de son scénario de vie archaïque, c'est beaucoup de travail, certes, et souvent il faut passer par des thérapies intégratives où tu passes par le corps, etc. Et il en reste toujours quelque chose. En analyse transactionnelle, on dit que pour travailler sur le scénario de vie, ce qu'on va faire, c'est que le tunnel va devenir une route. Mais la voie est toujours là, elle est élargie, mais c'est toujours ça. Ce qui fait que si on souffre, je sais pas, moi ma blessure, c'était principalement l'abandon. Euh, j'ai justement travaillé dessus et c'est pas vraiment le terme. J'ai accepté, je l'ai accueilli et je suis allée découvrir ce que ça voulait me dire. Et justement, en étant maintenant match avec elle, elle est plus en train de me mettre des bâtons dans les roues. Et c'est là en fait où je pense que se place le choix du risque. Avant de prendre le risque de faire, le risque se place au niveau de je décide de prendre la responsabilité de savoir ce que je veux et qui je suis. Et une fois que je sais un peu plus qui je suis, ce que je veux et ce qui me freine, alors je vais pouvoir prendre des risques dans le faire. Mais tant qu'on n'a pas découvert et tant qu'on n'a pas réalisé que ouais, ce que je vis et comment je le vis, j'ai une part de responsabilité puisque finalement la réalité n'existe pas. Il existe que des réalités subjectives complètement assujetties à nos propres perceptions. Et notre perception, ça peut être sous le prisme de la blessure d'abandon, sous le prisme d'un fait plaisir ou le prisme d'une blessure de rejet, etc. Et tant qu'on n'a pas été vérifié sous quel prisme on est, ça va être, on va se trouver l'excuse de non mais je vais pas faire ça parce que je peux pas. Et tant qu'on n'est pas allé chercher en fait quel est le problème qu'on se crée dans notre réalité, puisque le problème c'est une conception, c'est notre conception de la réalité. Comment on fait pour avoir cette conception de la réalité et que cette conception de la réalité soit un problème pour nous? Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a certains thérapeutes qui tombent dans ce piège-là et qui ne vont pas justement se demander quelle est la vision de la personne que je suis en train d'aider et sous quel prisme elle est, et du coup qui va essayer de trouver une solution à un problème qui est cohérent par rapport à son prisme personnel. Et du Alors coup, oui, la solution n'est pas la bonne pour la personne, puisque le monde dans lequel on évolue, les circonstances ne sont pas les mêmes. c'est exactement ça. En fait, ça, on en a beaucoup parlé en maître praticien PNL avec mon formateur, qui justement nous disait, faites attention. La première demande du client, souvent, c'est aggraver son pattern. Le pattern, c'est notre schéma répétitif. Le client, souvent, vient, par exemple, j'arrive pas à travailler, il faut que j'arrive à me motiver. Alors qu'en fait, la personne est crevée, elle a une partie qui lui demande d'arrêter de se fatiguer et qu'elle, elle veut aggraver son pattern, c'est-à-dire continuer à travailler. Et oui, tu vas avoir des personnes ou par exemple des gens qui viennent en disant moi je veux retrouver ma vie d'avant. Mais ta vie d'avant t'a conduit là. Qu'est-ce que tu veux vraiment en fait? Et oui, effectivement, on en parle souvent avec des confrères et des consoeurs. On récupère des gens qui finalement ont été poussés encore plus loin dans le problème qu'ils avaient. Et ça parce qu'on a voulu agir sur le comportement au lieu d'aller chercher ce que cachait le comportement en dessous. Donc, c'est pour ça que moi je presse pour ma paroisse la thérapie et que ce qui est les thérapies brèves, beaucoup moins, tu vois. Genre pour moi, aller éteindre un symptôme sans aller comprendre pourquoi il est là, c'est comme foutre un coup de pied au cul à un huissier, mais à un moment l'huissier va revenir. Hein. Parce que t'as beau lui fermer la porte, fermer les volets, partir en vacances et dire « je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas ». Je kiffe cet exemple. Ah, je kiffe la métaphore, mais c'est clair.
Je ne sais pas si c'est en France uniquement, mais je trouve qu'on a une approche tout le temps symptomatique. On veut Oui, immédiatement trouver une solution sur du court terme et en oubliant que tout fonctionne avec un… C'est un système global en fait. Tout fonctionne comme ça, du plus petit au plus grand, que ce soit dans nos cellules ou même physiquement dans la matière, dans ce qui nous entoure. Il y a toujours un noyau et ensuite ça évolue autour. Et si tu ne traites pas ce qui s'est passé à la base, ben, ce qui se construit autour, c'est de la merde en fait. Et on va toujours chercher à défoncer la merde qu'il y a au bout. Et du coup, ça revient sans cesse, mais on reste dans cette même habitude sans se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à juste foutre un coup de balai sur la merde, même si ça ça. revient demain, ou est-ce que vraiment j'en ai marre de souffrir j'en ai marre de foutre ce coup de balai et je veux juste régler le problème initial en fait. Et ce qu'il y a, c'est que souvent les personnes, elles aussi, elles vont vers là où elles croient que ça va aller vite. Parce qu'une thérapie, moi je le précise dès le départ, c'est quelque chose qui peut être long. Alors tu as certaines personnes, en 6 mois ça va être réglé parce que tout est déjà déverrouillé. Mais il y a certaines personnes, ça va prendre plus de temps. Et donc on va préférer aller travailler juste sur le comportement et pas aller voir plus loin ce qui génère le comportement. Sauf qu'à un moment, et Robert Dilts, que j'aime beaucoup, nous donnait un excellent exemple. Sa mère a eu un premier cancer. Elle n'a pas écouté le symptôme qu'était le cancer. Ils ont soigné, médoc et tout, bam, c'est bon. Et quelques années après, nouveau cancer. Mais alors celui-là, stade terminal de terminal de terminal. Elle avait une tumeur qui avait fait exploser ici l'omoplate. C'était un truc énorme et donc on a dit à sa mère, vous pouvez pas avoir de chimio, donc on va vous mettre en soins palliatifs. Et on peut rien faire, là vous êtes en train d'attendre la mort. Et Dils dit à sa mère, écoute, on n'a plus rien à perdre, est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille parler avec ton symptôme? Et en fait, son symptôme cancer était là pour demander à la mère de putain de bordel de merde de s'arrêter de bosser. Parce qu'elle était infirmière justement en cancérologie. Et quand elle a accepté de changer de vie, eh ben, incroyablement, le cancer a fait une rémission complètement incroyable et elle est restée en vie des années après, mais en n'étant plus infirmière et en n'étant plus en train de se presser. Donc c'est pour ça que pour moi, aller juste vite et sans aller comprendre ce que veut nous dire le symptôme, c'est pas du tout comme ça que je travaille et j'aime pas cette façon de travailler qui reste sur le comportement. Genre, tu vois, mon hypno. Ah, excuse-moi, vas-y, j'allais Mon rebondir. hypno me disait toujours, parce que je lui disais, je viens pour mes angoisses, je viens pour mes angoisses, je viens pour mes angoisses. Il fait, mais écoutez, c'est comme si vous me disiez que vous étiez femme de ménage, vous étiez allergique aux produits d'entretien et que vous vouliez que je vous désensibilise. Vous êtes allergique à votre travail, vous êtes allergique à l'endroit où vous travaillez, et ça génère des angoisses. Je ne vais pas vous les retirer, vous allez faire une maladie. C'est une protection, en fait. Enfin, c'est une limite. En fait, le corps, il est là vraiment pour s'exprimer aussi. Il a son moyen d'expression qui sont les maladies, en fait. C'est juste un moyen d'expression. Et souvent, voilà, on se dit, ah, c'est la faute à pas de chance, en fait, tu vois. Ça m'est tombé dessus, en fait, tu vois. J'ai pas de chance. Oui. J'ai eu un truc et tout, voilà. Moi, par exemple, le moyen qu'a eu le corps pour me prévenir aussi depuis mes 18 ans, tu vois, quand même, il m'a prévenu un petit peu. Après, bon, il m'a prévenu beaucoup, tu vois. Mais moi, c'était problème de peau, tu vois. J'ai eu du psoriasis très, très sévère, tu vois. Il y a 2 ans, j'étais rouge, tu vois. Mais voilà, ça m'a permis, malheureusement, on est comme ça. L'ego essaye de contrecarrer ça, mais le corps est beaucoup plus fort que l'ego. Et du coup, ben, ça m'a permis de réaliser ces choses-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je n'ai plus rien et que ben, tout va bien, en fait. Et que j'ai plus à me poser cette question de est-ce que je vais retomber dedans? Parce que c'est la peur de est-ce que je vais retomber malade un jour et est-ce que je vais ressouffrir comme ça, tu vois? Oui, bah, complètement. Et vraiment, ça, en fait, quand on ne veut pas écouter, et c'est là où il y a certains aidants, qu'on les appelle coach, qu'on les appelle thérapeutes, qu'on les appelle comme on veut, certains aidants qui sont, entre guillemets, problématiques parce qu'ils vont avoir un client qui vient et au lieu de dire ça, c'est vraiment pas de ma responsabilité,
va falloir aller ailleurs. Les mecs vont essayer de les traiter. Alors que ça se trouve, c'est pas ça qu'il faut à ce moment-là. Et ça, je trouve ça dommage. En fait, ce scarcity mindset là de putain, faut que je bouffe, donc même quelqu'un qui a pas besoin d'être là, je vais le prendre. Parce que après, c'est comme vous dans le business coaching, où il y a plein de mecs qui en arnaquent d'autres. En ce moment, j'arrête pas de lire ça sur les profils de vrais business coach qui disent mais merde, c'est pas possible, les arnaqueurs fleurissent. Et dans le coaching, la thérapie, c'est un peu pareil. On travaille quand même sur de l'humain et on pense pas à ce qu'il y a de meilleur pour l'humain. Je sais pas, il y a des trucs, genre il y a des gens, ils vont avoir tu sais, vraiment des émotions ultra puissantes. Moi, à partir du moment où en travaillant sur les croyances de manière raisonnable, ça marche pas, je vais leur conseiller la sophro, parce que moi je fais de l'hypnose, je fais de la PNL et je fais de l'analyse transactionnelle. Mais la sophrologie peut être un super complément, ou pareil, la psychobioacupressure, la PBA, souvent je dis aux gens, mais en fait, allez voir ça aussi, quoi. Et ça se trouve, vous aurez même pas besoin de moi. Et je sais pas si c'est l'ego qui fait que les gens croient qu'ils peuvent vraiment aider ces personnes-là, ou qui se disent il me faut ma thune, mais je trouve ça quand même triste qu'on retrouve quand même beaucoup de personnes qui, au bout du rouleau, arrivent chez un thérapeute et disent ah, bah, j'en ai fait beaucoup avant vous, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Et là, tu te dis bah, je vais pas critiquer les collègues quand même, mais je dois dire que je comprends pas. Et de toute façon, tout fonctionne tout est complémentaire au final, tu vois. Il n'y a Mais pas oui. une solution qui va t'aider. Enfin, il y a des solutions qui vont plus convenir à certaines personnes, même Voilà, c'est ça. au niveau de l'intervention aussi, parce que il y a un ressenti. Il y a des personnes qui vont être plus, qui vont apprécier beaucoup plus l'hypnose. D'autres, ça va être le magnétisme. D'autres, ça va être discuter, échanger. Donc ça, après, c'est à la personne aussi de se dire bon, je ressens vraiment plus cette manière de faire, et en plus, je ressens aussi la personne avec qui je le fais. Parce que quand on est dans l'humain, moi, c'est pareil. Enfin, quand une personne vient vers moi, j'apprends à la connaître avant de m'engager avec cette personne, parce que quand tu t'engages avec elle, tu t'engages pour le résultat, mais surtout aussi pour travailler avec elle, et il faut que tu kiffes aussi. Et s'il y a un des deux éléments de l'équipe, parce que moi, je trouve qu'on travaille en équipe quand on travaille avec quelqu'un. C'est ça. Si ça colle pas, ça va pas le faire. Et du coup, j'hésite pas à dire je ne peux pas vous aider, ou j'ai pas envie de le faire avec vous. Du coup, je vous recommande plutôt cette personne, parce que cette personne, je pense qu'elle est plutôt adaptée, quoi, par rapport à ce que tu es et par rapport à ce que tu recherches aussi. Et aux résultats aussi, parce que si tu n'as pas les résultats, démerde-toi tout seul en fait. Si tu vas voir quelqu'un pour pas avoir les résultats, tu vois. C'est une question de personne, et aussi, pour moi, c'est aussi une question de juste tarif. Parce que bien travailler, ça a aussi un tarif. Et j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu de gens qui sont venus discuter le tarif. Parce que de toute façon, je trouve que déjà, pour moi, c'est comme si tu étais en train de discuter sur ta volonté de t'investir sur toi-même, en fait. Ouais. C'est pas du tout le bon état d'esprit. Et déjà, et ça, je le répète à chaque vidéo parce que c'est la vérité, parce que je l'ai même expérimenté. Mais tant que tu n'investis pas sur toi, à la hauteur de ce que tu veux faire pour les autres aussi. Mais oui, c'est ça. Par la suite, eh bien, déjà, tu ne reconnais pas ta propre valeur. Donc, comment veux-tu que les autres ils la reconnaissent? Et comment veux-tu que ça transpire que tu reconnais cette valeur en toi? Et du coup, il n'y a pas à discuter en fait. Enfin, après, ça dépend de la valeur que les gens s'attribuent à eux-mêmes en fait. C'est ça. Et la priorité qu'ils donnent à certaines choses. Parce que clairement, si ta priorité n'est pas ton marketing comme tu fais, ou n'est pas la thérapie comme je fais, tu vas trouver ça cher. Mais parce que moi justement je me disais attends, est-ce que moi je trouverais ça cher? Puis je me dis non, parce que moi c'est mon truc. Et c'est là où je regarde par exemple changer de téléphone. Ah non, c'est pas possible en fait. Le truc survit avec une recharge, tu vois, à vie. Mais non, je le change pas, parce que c'est pas une dépense prioritaire en fait. Et je me dis ouais, donc en fait si les gens raisonnent sur la thérapie comme moi je raisonne sur les téléphones, ouais, c'est normal qu'ils ne veuillent pas investir. Mais je ne veux pas travailler avec des gens qui ont aussi peu de considération pour leur bien-être que j'ai peu de considération pour mon téléphone, en fait.
Je suis d'accord. Parce que c'est vraiment ce que tu dis, c'est que les personnes ne voient pas la valeur du truc et elles préféreront investir dans des conneries, et s'acheter des trucs qui servent à rien en fait, que tu as, que tu entasses, plutôt que d'avoir un impact sur leur personne et du coup se sentir mieux et du coup pouvoir s'offrir ces choses-là par la suite. Parce que Mais c'est ça. quand tu reviens vers toi, tu reprends la pleine responsabilité et aussi tu reprends la maîtrise un peu sur ton pouvoir aussi, tu vois, c'est pas rien. Du coup, ce qui C'est se déclenche derrière, ça va au-delà et bien de pouvoir s'offrir une paire de pompes à 300 balles exactement ça. et une chemise à 1000 balles, tu vois. Tu redeviens acteur de ta vie. Et moi, je me rappelle, quand j'étais à Lyon et que j'essayais de supporter mon travail avec beaucoup de thérapie, mon ex me disait, mais c'est n'importe quoi, 550 balles chaque mois dans tes thérapies là, mais n'importe quoi. Mais viens, on part en Thaïlande et puis tu te sentiras mieux. Je fais, ouais, c'est vrai, on va partir un mois. Je vais être bien pendant un mois, je vais pas avoir envie de rentrer, je vais commencer à m'angoisser genre une semaine avant de rentrer. Et je vais vraiment aller mieux? Non. Et ça, c'est vraiment... l'approche que tout le monde a. C'est-à-dire que dès que ça va pas, on se prend des vacances. Le truc, c'est que, ok, on met un petit pansement sur la douleur, on met un petit peu de Synthol, tu sais, sur la douleur ou C'est exactement truc ça. anti-inflammatoire. Et ensuite, quand tu reviens, ben, en fait, tu as retrouvé ta vie d'avant. Donc, c'est encore pire parce que, C'est pire, c'est ça. tu te dis, tu as kiffé et là, tu reviens dans ta prison éternelle. Un Là. enfer. Et en fait, c'est encore pire. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, voilà, je travaille dur et tout, mais à côté de ça, je me fais plaisir. Mais si tu as le sentiment qu'aujourd'hui, même si tu travailles longtemps dans tes journées, en termes de temps, si tu as le sentiment que tu forces et que tu travailles dur, bah en fait, c'est juste que tu n'es pas au bon endroit et tu n'es pas dans ce qu'il faut que tu fasses. Parce que moi, personnellement, je bosse peut-être quelquefois 10 ou 12 heures par jour. Je produis du contenu, je fais mes actions, je fais mes coachings et tout, mais je ne me pose pas la question de est-ce que j'ai forcé ou pas, parce que je n'ai pas forcé. Et je me dis pas, ben après, je vais aller au resto pour me compenser cette douleur, tu vois. Mais Et, c'est exact. et si c'est pas dans, enfin, si vraiment c'est ce que tu ressens, toi qui nous regardes, hein, ben, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Et la question, c'est pas quelles vacances tu vas pouvoir te faire pour combler ton mal-être aujourd'hui, mais plutôt qu'est-ce que tu vas faire dans ton présent pour changer ta vie, pour qu'ensuite tu as l'impression d'être toujours en vacances en fait. Parce qu'il y a un contraste énorme qui se produit quand tu deviens, même si je ne dis pas que tout le monde doit être entrepreneur, on a tous notre rôle à jouer, le rôle qu'on décide de jouer. Mais en tout cas, il y aura tellement un gros contraste entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant que tu n'auras plus l'impression de forcer en fait. Et là, tu es en vacances en fait, à vie. Mais c'est clair, moi je regarde, souvent j'ai des clients, ça les arrange d'être là le dimanche. Bon, bah, je m'arrange juste pour pas bien me murger le samedi soir pour être bien dispo. Mais avant, mais jamais j'aurais pris un client le dimanche parce que putain, la semaine était déjà tellement horrible, le dimanche je ne fais rien. Alors que là, bah, ma semaine est cool en fait. Les seuls moments que moi je sens passer, c'est quand je dois faire des trucs techniques. Parce que alors, le truc technique, autant j'adore écrire, mais quand il s'agit de publier mes trucs, ça c'est chiant, ça je vais le déléguer rapidement en fait. Ouais. Parce que ça en fait, toucher un ordinateur, les groupes et tout, c'est super après en termes de... J'aime beaucoup les échanges, mais une fois que la partie technique est faite en fait. Ouais, je suis d'accord. Sinon... Je suis comme toi, ouais. C'est vrai que la plupart des personnes dans le business vont être passionnées par tout ce qui est technique et tout. Moi, je maîtrise vraiment à 100% ces choses-là, mais c'est le truc qui me fait chier. C'est le truc vraiment quand je dois mettre la main dedans. C'est pas le truc qui me passionne. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment l'échange et l'impact que je vois. Quand, par exemple, une personne est bloquée, je l'appelle. Quand elle me dit qu'elle est bloquée, je l'appelle et d'un coup, elle est débloquée, elle a fait sa vente. Là, je kiffe vraiment. Mais voilà. Toute la partie, même si quand même ça contribue aussi à la réussite et à la visibilité, de faire du référencement, de travailler ses vidéos et tout. Mais franchement, ouais, voilà, le truc que je délègue, c'est plutôt ça, quoi. Parce que c'est le faire. En fait, c'est ça. J'ai tellement fait, en fait, dans ma vie, que maintenant, eh bien, je n'apprécie plus de faire. Je préfère être. Et être, c'est chez moi l'échange et le partage. Là, j'ai pas le sentiment de forcer, j'ai pas le sentiment de dépenser de l'énergie, mais j'en gagne en fait.
Alors que quand je me fous à faire mes vidéos, quoi, pas à les faire, mais plutôt à les monter et tout ça, Ah oui, mon voilà, énergie, ouais. elle descend comme la batterie de ton téléphone, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Et moi, je me retrouve à faire ça en me disant, mais putain, au boulot, j'avais une secrétaire et un informaticien, mais ah! Alors, heureusement, ma sœur est super douée en informatique, donc elle est en train de gérer mon site internet. En fait, elle est encore en train d'attendre que je lui envoie les trucs que j'ai écrits à la main pour qu'elle puisse les mettre sur le site. Donc là, c'est, enfin voilà, vraiment au niveau technique, mais même quand je délègue ça, en fait, comme toi, quand j'ai un client, qu'on va aller voir d'où vient la douleur, d'où vient la croyance, quels sont les présupposés, les illusions et tout, mais j'ai l'impression d'être Sherlock Holmes en fait. Je suis en train de chercher à défaire un nœud pour aller voir tout. Quand on change quelque chose, en fait, quelle est la chose discriminante qu'on change pour que tout change? Et pour clôturer, il y a un truc que je voulais te demander aussi, c'est par rapport au développement personnel. Parce que je trouve que c'est une mode de faire du développement personnel. Euh, mais pour autant, j'ai pas l'impression que la plupart des gens ont des résultats, tu vois. Et que même dans le business, hein, même les plus grands du business à l'heure actuelle qui mettent en avant le développement personnel, changer ses pensées pour changer les résultats, etc. Et en fait, je m'aperçois que même des personnes qui sont accompagnées par ces gens-là, eh bien, ont encore du mal à savoir qui ils sont et ont encore du mal à faire les bonnes choses et à avoir les résultats qu'ils attendaient. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, au contraire, il y a beaucoup de gens qui réussissent, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont encore un peu paumés et qui se raccrochent au développement personnel comme tu sais, la roue de secours ultime. Et après ça, en fait, il n'y a plus rien qui existe. Et en fait, qu'est-ce que je fais quoi, pour réussir à avancer et à me développer? Qu'est-ce que tu penses à propos du développement personnel? Est-ce que tu penses que c'est une science exacte ou est-ce que tu penses que c'est assez limité comme approche? Alors pour moi, le développement personnel est extrêmement utile à une personne qui a déjà conscience d'elle-même, qui agit déjà consciemment, qui a déjà son pourquoi et qui sait où elle va. Pour des gens qui ont déjà justement travaillé sur leurs croyances, travaillé sur leur blocage, ça va être l'étape d'après. Mais pour des personnes qui sont déjà enfermées, qui sont encore enfermées dans les choix binaires, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça, en fait, des trucs comme la pensée positive, alors que derrière tu as une croyance qui va complètement à l'encontre, ça ne sert à rien. C'est comme si tu avais un bout de bois, disons, ta pensée positive, ah, t'y tiens dur comme fer, et en fait, les croyances, ça va être des vers du bois qui vont aller le bouffer comme ça. Parce que, en fait, tant que tu as une croyance, par exemple, je suis pas aimable, ça sert à rien d'aller te regarder dans le miroir et te dire putain, je m'aime. Parce qu'il y a une partie, la partie qui n'y croit pas, ça ne va servir à rien. Alors que quelqu'un qui a déjà travaillé sur ses croyances, quelqu'un qui est déjà acteur de sa vie, qui est déjà conscient dans sa vie, oui, c'est quelque chose, ça va être un moteur pour lui. Mais quelqu'un qui n'a pas déjà mis au jour ses croyances, mis au jour ses blessures, mis au jour en fait tout ce qui le freine, en fait le développement personnel peut être hyper culpabilisateur. Parce que quand tu vois des trucs genre si vous le voulez vraiment, vous le pouvez. Mais putain, c'est faux! C'est faux! La personne, elle peut croire qu'elle veut ça alors que tu as une putain de croyance derrière qui est en train de lui dire que vas-y, fais-le et t'en seras pas capable. Donc, qu'est-ce que ça fait? La personne, elle regarde autour et elle se dit putain, tout le monde a réussi sauf moi. Mais ça se trouve non, c'est que tu as une croyance derrière. C'est comme en ce moment, on voit beaucoup ce type de pensée positive au niveau du sport. Mais merde, si tu as des croyances que le sport est mauvais et que ta croyance, elle te vient de l'enfance, le sport est mauvais. Hein. Tant que tu n'as pas travaillé sur pourquoi c'est mauvais pour toi, c'est mort. Ou plutôt, pourquoi tu penses que c'est mauvais? Pourquoi tu crois que c'est mauvais? C'est ça. Pourquoi tu as cette... D'où te vient cette perception? En fait, les personnes qui ont des filtres de perception encore importants, le développement personnel, la pensée positive, tout ça, c'est souvent très culpabilisant pour eux. Parce qu'ils vont le prendre comme tel, ils vont pas prendre avec des pincettes et laisser ce qui leur plaît pas. Et en fait, ils vont arriver à se revalider leurs schémas qui sont nuls. Parce que voilà, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai, c'est par exemple, s'il y a un livre célèbre qui a été best-seller sur Amazon
et qui te dit qu'il faut que tu écrives tous les jours et que tous les jours, il faut que tu fasses tes affirmations le matin à 5 heures du mat et que ensuite il faut que tu médites et ensuite il faut que tu te projettes dans tes 10 ans. En fait, si tu le fais pas, tu vas te dire, en fait, je suis pas sur le bon chemin pour être bien avec C'est moi-même ça, et pour réussir et pour être heureux. Donc, je vais le faire parce qu'il faut que je me l'impose. Et c'est une c'est routine ça, obligatoire, c'est normal, il faut le faire. Et ensuite, tu vas c'est aller voir un ça. séminaire où tu as des gens qui sautent comme ça et qui sont tous contents et qui font tous j'ai réussi, je suis millionnaire. Et du coup, toi à côté, c'est pas encore le cas. Donc, tu vas faire comme eux pour te sentir millionnaire à une journée. Et au final, ta croyance derrière, Et elle n'est pas c'est changée. ça. Je vois ce que tu veux dire. Tu te sens merdeux en plus. Tu te sens merdeux parce que tu te dis, ok, je suis là, mais en fait, j'ai pas réussi. Alors que c'est pas une question de réussir ou pas réussir. Déjà, il y a des routines matinales qui conviennent pas. Moi, je kiffe la méditation, je kiffe l'écriture parce que je kiffe écrire et que je kiffe aller à l'intérieur de moi-même. Mais alors, les gratitudes, j'ai essayé, hein. Mais ok, je kiffe ma vie et j'ai beaucoup de gratitude pour la vie que je vis à l'heure actuelle. Mais alors, me taper les 5 gratitudes du soir, non. C'est clair. Et Et par rapport au… Ouais, excuse-moi. le problème, en fait, c'est que, comme tu dis, les gens vont prendre ça pour argent comptant. Ce livre-là a changé des vies. Je suis tellement nulle qu'il n'a pas réussi à changer la mienne. Ouais, À chaque c'est vrai. fois, on va filtrer ça de la manière où nos filtres de perception nous mènent, en fait. Et tant que nos filtres de perception, ils sont sur du « je suis pas très aimable, je suis un peu nul, je mérite pas grand-chose », eh ben, ça va te revalider le schéma que tu as déjà chez toi et ça va encore parfaire ton schéma. Parce que au départ, on a notre lot de croyances dans notre scénario de vie. Et on ne va faire que répéter de manière de plus en plus sophistiquée pour se rappeler qui on est, dans quel type de monde, au milieu de quel type de personnes. Et ce qui fait que le développement personnel joue cette pierre à l'édifice du je suis pas capable, j'y arrive pas, je suis pas bon. Quand la personne le prend vraiment comme Brut. voilà Sans comme l'associer à son contexte à elle et à se dire est-ce que c'est voilà, adapté à moi? Et ça revient aussi à remettre cette autorité à l'extérieur et à quelque chose c'est d'extérieur et exactement, non pas en fonction de nos ressentis et ce qui est bon pour nous. exactement ça. Et du coup, par rapport aux croyances, on va abréger hein, parce que pour toi comme pour moi, mais par rapport aux croyances sur l'argent, parce que ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Ah de oui, gens, surtout dans le business. On voit beaucoup de personnes qui se disent, qui pensent qu'ils vont gagner, je ne sais pas, 10-20 000 euros par mois, mais comme elles n'y oui. croient pas, au final, elles ne gagnent même pas la moitié de ce qu'elles ont prévu. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne qui se dit ça et qui ne sait pas comment changer ça en fait dans sa vie? Alors pour moi, les croyances sur l'argent, il va déjà falloir. Attends, j'ai le chat. Il va déjà falloir il se serait bien qu'ils puissent déterminer qui ils sont pour gagner de l'argent. Qui es-tu pour gagner ou pour ne pas gagner de l'argent? Parce que des fois, ça peut tenir à une identité, un je ne mérite pas, une loyauté de famille aussi. Ma famille n'a jamais eu, donc c'est normal que j'ai pas. Et une fois qu'on aura en fait, le biais de perception qu'a la personne sur l'argent, elle va pouvoir ensuite aller implémenter de nouvelles croyances. En fait, c'est comme quand tu as un champ plein de mauvaises herbes. Moi, avec la thérapie, je vais nettoyer les croyances sur l'argent. Et ensuite, une fois que la personne elle a un champ qui est complètement ratiboisé, on va pouvoir aller en coaching, implémenter. Mince, ça a coupé, c'était super. Oh non! Ah, ça peut marcher. Putain, j'espère que oui, ça a enregistré là. Je pense que ça a enregistré encore. Mais ça a coupé là. Et en fait, tu étais sur Oui, les croyances sur l'argent. Tu disais que la première étape, c'est déjà de nettoyer son champ, les mauvaises herbes. Et toi, j'imagine que derrière, tu vas l'aider à implémenter les nouvelles croyances qui seront en accord avec ce qu'elle veut. c'est Ok. ça. Et en fait, ces nouvelles croyances, ce qui est très intéressant, c'est aussi Père riche, Père pauvre comme bouquin. Je ne sais pas si tu as entendu quand je Oui, parlais oui, de je ça. l'ai lu. Ouais, ouais. Ouais. Mais j'ai pas entendu Et, quand tu en as parlé, excuse-moi. Ça, oui. j'ai pas entendu. Alors, en fait, on voit vraiment la différence entre le mindset du manque et le mindset de la personne aisée. Et ça, je le remarque souvent aussi quand la personne croit qu'elle n'est pas assez bien. Quelqu'un, par exemple, qui voit une autre personne réussir
et qui a en elle la croyance qu'elle peut réussir et qu'elle peut faire de l'argent, elle va se dire, eh ben moi, je peux réussir autant en ayant autant de monde dans ma conférence. Oh, mince. Ça a rebloqué. De réussir parce qu'il y a encore une personne de plus qui réussit. Et ça, en fait, c'est très important à travailler parce que tout le monde peut réussir. Enfin, en tout cas, c'est ma croyance à moi qu'on a tous notre rôle à jouer, une place à trouver, etc. Et à faire notre trou. Alors certes, peut-être pas avec une semaine de 4 heures au départ, hein, mais ou même jamais. Jamais. C'est du flan. On peut s'emmerder en fait à faire ça. Mais en fait, vraiment, la croyance sur l'argent revient encore à un problème d'estime de soi et à un problème de loyauté aussi, de quel type de famille on vient. Ouais. Et aussi le lien qu'il y a entre l'argent et l'amour aussi, parce que dans notre société, l'argent égale l'amour et du coup, souvent on associe le fait d'avoir beaucoup d'argent à être très aimé. Et du coup, on place notre amour dans l'argent et pas en nous-mêmes en fait. Et du coup, ça nous empêche aussi d'attirer l'argent aussi. C'est ça. Bah, tu vois, par exemple, deux mindsets différents. C'est tiens, j'aime bien cette bagnole-là. Ouais, non, mais 50 000 balles, je pourrais jamais. Et une autre personne, ça va être oh, 50 000 balles, elle est vraiment pas chère pour toutes les options qu'elle a. Et ça va être vraiment la différence. Lorsque la personne croit qu'elle n'est pas assez pour avoir cela, alors forcément, elle va se revalider son scénario. Lorsque la personne est certaine de mériter d'avoir telle chose, et souvent ça va être d'avoir telle... ça va pas être l'argent en lui-même, l'argent va être la conséquence. Parce que souvent quand tu veux de l'argent pour l'argent, c'est déjà un mindset de manque. Parce que pourquoi tu veux de l'argent ? Ça te sert à quoi ? Si c'est pour te dire, je sais pas... ah ouais, non, mais moi, il faut que je gagne au minimum temps parce qu'il est hors de question que je m'emmerde à prendre un putain de transport en commun. Ah oui, t'as un pourquoi, là. Alors que moi, je veux gagner ça au minimum. Ouais, mais pourquoi ? Ah, parce que j'ai peur d'être pauvre. Bah, là, ça va beaucoup plus coincer que on est connecté à la peur et pas l'inspiration positive. Exactement. Quand connecté, tu vois d'ailleurs certains entrepreneurs qui vont aller chercher quel type de société ils vont pouvoir prendre, choisir pour se retrouver le moins dans la merde à la retraite et tout. Tu as un mindset de la peur qui va être très différent que quel type de société je vais pouvoir prendre pour, je sais pas moi, gérer ça et ça et ça en même temps. Ouais. Ça va être constructif, alors que l'autre sur la peur, ça va être un éviter de. Et qu'est-ce que tu penses à propos des personnes qui disent que, par exemple, on reprend l'exemple de la voiture. Je vois une belle Audi à 50 000 balles et je me dis, ouais, trop cher, etc., je ne pourrais pas m'offrir, alors qu'elle voudrait bien au fond quand même. Quelle est la première étape pour cette personne ? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, il suffit juste de prendre conscience de la pensée et une fois que tu en prends conscience, tu la transformes. Et du coup, comme tu transformes l'histoire que tu te racontes par rapport à ça, au final, tu vas attirer ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu penses à propos de ça ? Encore une fois, c'est la pensée positive, cette espèce d'illusion qu'on peut changer. En fait, la pensée n'est rien d'autre que l'expression d'une croyance. Et la pensée, c'est quelque chose qui peut être changé lorsque tu as changé ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire qui je crois que je suis, dans quel monde je vis. Et si tu crois que tu es une grosse merde dans un monde terrible qui aura jamais rien d'autre qu'un carton Sony pour habiter, il y a des chances que tu y arrives. Et du coup, une fois que tu l'as localisée, cette croyance, et que tu l'as nettoyée, c'est quoi le processus ? Parce que les gens, ils vont se demander, ils vont s'intéresser à ça précisément, comment je peux faire ça ? C'est quoi le processus ? Est-ce que tu fais comme un reconditionnement avec de l'hypnose ? Ou comment tu reconditionnes le cerveau, en fait, ton inconscient, pour qu'il repense et recroie d'une manière différente ? Il y a énormément de manières, en fait. Tout dépendra à quoi la personne va être sensible. Il y a effectivement l'hypnose profonde où on va aller rechercher le moment premier
où est arrivée cette croyance, savoir pourquoi elle a été là, qu'est-ce qu'on aurait eu besoin de croire d'autre pour que ça ne se passe pas et qu'on ne croit pas ça. Et en fait, quelle que soit la méthode utilisée, que ce soit l'hypnose, que ce soit le recadrage de croyances, le recadrage de croyances, c'est à force de parler, de creuser, de poser des questions, à un moment, il y a un déclic. Et parfois, tu peux avoir des personnes avec qui ça ne va pas du tout marcher et avec qui l'hypnose va marcher et vice-versa. Ou alors, tu vas avoir aussi le changement de croyance. Le changement de croyance, là, c'est une manière qui est ni l'hypnose ni le recadrage en parlant. Tu vas aller faire appel au sens de la personne. Donc, c'est pareil, fermer les yeux, mais ça n'est pas de l'hypnose parce qu'en fait, tu vas entre guillemets embrouiller les sens de la personne parce qu'au moment où la personne a pris une décision de scénario qui engendre une croyance, la personne à ce moment-là a ressenti quelque chose, a pensé quelque chose, a vu quelque chose. Tu vas avoir ce qu'on appelle le VACOG, la vision, l'auditif, même le senti, le goût, tout ça, on va aller chercher chaque partie de ça et on va aller complètement embrouiller les sens pour que, en fait, la croyance, en embrouillant complètement le cerveau, paraisse complètement ridicule, en fait. Et à ce moment-là, quand le cerveau est complètement embrouillé, c'est une magnifique méthode de Robert Dills, encore. Quand le cerveau est complètement embrouillé, on va pouvoir remettre une nouvelle croyance qui est la croyance dont la personne aurait eu besoin avant pour ne pas avoir la croyance qu'elle avait avant. Donc la croyance qui aurait été nécessaire en amont pour ne jamais avoir cette croyance d'enfant. Et du coup... De quoi l'enfant... Oui. Ah non, excuse-moi, de quoi l'enfant... J'allais rebondir sur... l'enfant aurait eu besoin comme croyance pour ne jamais arriver à la croyance qu'il a eue après. Ok. Et du coup, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut changer l'émotion qui est générée par un événement ou une croyance, du coup, est-ce que changer l'émotion en la remplaçant tout bêtement une émotion qui est une émotion négative, enfin négative, il n'y a pas d'émotion négative tout ça, mais qui n'est pas confortable, par quelque chose qui est plus joyeux, quelque chose qui est plus inspirant, est-ce que ça aussi, ça a un impact sur la croyance de base? Non, en fait, et c'est là tout le problème de beaucoup de thérapies brèves, c'est qu'on va changer le comportement et changer l'émotion, mais en fait, alors, tu vas effectivement faire la chose que avant, par exemple, tu avais peur de faire quelque chose. Tu vas choisir d'y aller en sérénité. Mais c'est difficile parce que comment, en fait, quand tu pars des niveaux logiques de Dills, les niveaux les plus bas, environnement, comportement, stratégie comportementale, émotion, et plus haut, tu as les croyances. Les croyances, en fait, l'émotion, elle est dépendante de la croyance et le comportement est lui-même dépendant de l'émotion. Si tu ne vas pas changer la croyance et que tu changes juste l'émotion, en fait, tu feras quelque chose de manière moins désagréable. Mais ça n'est pas... en fait, en PNL, ce qu'on veut, c'est que ce qu'on fasse, ce soit fluide, élégant et confortable. Et là, tu le feras, mais ce sera ni fluide, ni élégant, ni confortable. Ce sera juste, entre guillemets, moins pire. Donc, le fait de faire une action, par exemple, j'ai peur de sauter dans le vide et du coup, je choisis de le faire pour me conditionner à me dire finalement, c'est pas si terrible. Ou une fois j'ai sauté, ça s'est mal passé. Du coup, j'ai la croyance que ça va toujours se passer comme ça. Du coup, je vais sauter pour voir si, comme ça va bien se passer cette fois-ci, ça va changer la croyance que ça se passe toujours mal. Est-ce que ça marche? Non. Non, ça c'est pour moi un gros problème des TCC justement, de faire aux gens des trucs comme ça. Alors moi perso, j'avais essayé avant d'être thérapeute la TCC parce que je suis hémétophobe, j'ai peur de vomir. Eh ben crois-moi, quand on m'a dit qu'il allait falloir vomir, je pense que c'est la même chose que pour une personne à qui tu dis tu vas voir une araignée. Mais non, non, non. En fait, ce type de désensibilisation, elle ne marche que après. D'abord, tu changes ce qu'il y a en amont. Et après, une fois qu'il n'y a plus tout la croyance, l'émotionnel cristallisé, ensuite tu vas pouvoir faire le comportement. Mais en aucun cas, tu vas juste faire le comportement. Parce que, regarde, une personne qui est, par exemple, agoraphobe. Tu la colles dans un tram une fois par jour, t'as beau la coller
dans 10 trams pendant 10 jours, ça ne va pas s'arranger. En fait, quelque part, l'émotion, c'est un signal. Et si tu n'écoutes pas cette émotion-là, c'est comme si, en fait, tu vas chez le boucher, tu prends un steak haché, ah, je le vois pas, je le mets dans la... Mais en fait, le steak haché, tu le vois pas, mais il pourrit. Hein. Donc, à un moment, tout ce que tu laisses pourrir, ça va finir par sentir mauvais. Et c'est exactement la même chose avec les comportements qu'on essaye de s'obliger à faire en se disant « je ressens pas, je ressens pas, je ressens pas ». Et la pensée positive, c'est un peu la même chose, c'est je vais changer ma pensée, je vais changer mon ressenti. Ouais, alors ça, c'est pour quelque chose de ponctuel. Genre, je vais enregistrer une vidéo, je veux être à l'aise dans ma vidéo, de quelle émotion j'aurais besoin, je veux ressentir de la joie. Ça, d'accord. Si et seulement s'il n'y a pas une croyance derrière que pour toi, la vidéo, c'est dangereux. Sinon, il va falloir aller chercher quoi dans ta perception de la réalité rend une vidéo dangereuse. Okay, dès qu'on a une croyance derrière, on ne touche pas juste au comportement comme ça. Et du coup, voilà, si j'ai bien compris, changer cette croyance, ça revient à embrouiller l'ego et sa perception de la chose et ensuite la reconfigurer en fait. C'est ça, parce qu'en fait, au départ, nous sommes, on est du verbe naître sans... alors, il y en a qui prétendent que nous naissons aussi avec déjà des choses. Mais on va partir du principe que nous ne naissons qu'avec les ressentis intra-utérins que nous avons eus. Voilà, ça sera plus simple. Donc, nous naissons avec nos ressentis intra-utérins qui sont déjà quelque chose. Ensuite, on entend, on voit, mais on n'a pas conscience en fait d'être une personne. On a l'impression qu'on fait qu'un avec notre environnement et avec notre mère. Donc, on est complètement auto-centré parce qu'on n'a pas conscience en fait qu'on est détaché de la mère. Et donc là, on va commencer à générer des croyances. Si la mère s'occupe bien de nous, je suis une bonne personne et ma mère est une bonne personne. Et comme nous sommes une même personne, nous sommes quelqu'un de bon. Et en fait, je ne sais plus quelle était la question, mais c'est pas grave. C'était, embrouiller l'ego en fait pour reconfigurer ensuite la croyance. Et voilà, en fait, chaque solution que trouve l'enfant pour supporter quand il souffre, c'est une couche d'ego. Et donc, tu vas effectivement aller retirer ces couches comme de l'oignon au fur et à mesure. Et en fait, à chaque couche retirée, tu vas te rapprocher de ton essence, de ta substantifique moelle. Mais à chaque retrait d'une couche d'oignon, tu as quelque chose d'autre qui arrive et souvent, et tout le temps d'ailleurs, d'encore plus important, d'encore plus délicat à traiter et à gérer. Quand tu retires au fur et à mesure, c'est de plus en plus fin, c'est de plus en plus subtil. On ne peut pas accéder immédiatement au noyau, en fait. C'est ça que tu veux dire? Non, parce qu'en fait, c'est comme si tu avais 36 cadenas, quoi. Et il faut déjà ouvrir au fur et à mesure. C'est comme voilà, les couches d'un oignon, les pétales d'une fleur, d'une rose. Tu ouvres au fur et à mesure pour de plus en plus accéder à ton essence et accéder entre guillemets à ton vrai toi une fois qu'on a retiré tout ce que l'ego avait mis pour nous protéger, parce que la base c'est quand même ça, c'est que l'ego il est pas là pour nous faire chier, même si au niveau comportemental c'est ce à quoi ça aboutit souvent, mais l'ego il a été là pour nous protéger de ce qu'il croyait être un danger. C'est une mémoire en fait, l'ego c'est une mémoire de ce qui s'est passé et quelque chose qui nous alerte quand ça risque de se reproduire, ou plutôt quand il pense que ça va se reproduire. C'est ça, en fait, l'ego, le mécanisme de l'ego est la conséquence de la mémoire de ce que l'enfant considère un trauma. Par exemple, l'enfant va rapidement prendre comme conclusion, s'il se passe A, alors je fais B. Et comme le cortex préfrontal n'est pas mature à ce moment-là, c'est l'amygdale qui est en jeu. Et l'amygdale, c'est le cerveau émotionnel primaire. Donc, l'amygdale va ressentir l'émotion, le stress ou le plaisir et va voir que, voilà, si je ressens ça, je vais faire ça. Et l'hippocampe, qui est le disque dur,
dans le cerveau aussi, va retenir quand il s'est passé ça, j'ai fait ça. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a engrammé des façons de faire de nos parents dont on ne voulait pas, puisque on les a stockés dans notre disque dur. Dans ça, eh ben, on reproduit des façons de faire dont on ne voulait pas. Et ça, évidemment, c'est pareil. On peut aller nettoyer ça. Ça s'appelle une décontamination en analyse transactionnelle. J'aime beaucoup le terme. Tu as l'impression que tu vas mettre une blouse, tu sais, avec un truc qui t'asperge. Ok, cool. Bah écoute, je trouve qu'on a fait le tour de pas mal de choses. C'était un super échange. Oui. Comment on fait pour travailler avec toi? Est-ce qu'on va plutôt sur Facebook? J'ai vu aussi que tu avais mis en place une newsletter privée. Tout Donc, à fait. Dis-nous tout. Alors, j'ai ma newsletter qui envoie chaque matin un petit article, une pensée, une brève, que ce soit un coup de gueule, un encouragement ou quelque chose de plus scientifique. Pour travailler avec moi, on me contacte soit sur Messenger de Facebook, soit par mail à audreymelac@hotmail.fr. Et pour l'instant, mon site web, vu que je ne l'ai pas fini, non, c'est pas la peine. On va rester par Facebook et par mail. Ok, cool. Bah, j'ai été ravi de faire cette interview avec toi. J'en ai pris plein le cerveau là. Là, j'ai la tête qui fume, mais c'est tellement génial de creuser, de comprendre tous ces mécanismes. Moi, en tout cas, ça me passionne parce que tout est un mécanisme, que ce soit dans le business, c'est toujours des systèmes. Et faire coïncider le système humain avec les systèmes du monde qui nous entoure, je trouve ça génial. Et, oui. Et du coup, je te dis à la prochaine. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Salut.